On va démarrer. Nous recevons maintenant Jean-Marc Germain avec Camille Dorival. Nous allons l'interroger suite à ce débat sur le modèle social français. Vous êtes rapporteur de cette future loi. Vous êtes celui qui est chargé de transformer un accord en loi. C'est presque de l'alchimie. Selon les réseaux sociaux, certains auraient préféré que dans le calendrier vous passiez avant le mariage pour tous, puisque pour certains il est plus important d'avoir un emploi, être sur le social plutôt que sur le sociétal. Alors juste 2 mots sur la méthode qui avait charmé l'ensemble des organisations syndicales que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour la web télé Salon CE. Tout le monde a dit la concertation, ça marche bien avec ce gouvernement, mieux qu'avec le précédent. Est-ce que pour la suite et le dossier dont vous êtes chargé, est-ce que vous allez continuer à écouter les non-signataires de l'accord et est-ce que vous allez aussi consulter les organisations syndicales qui n'ont pas participé à la négociation? L'UNSA d'un côté, mais aussi Sud, toutes les organisations syndicales qui n'ont pas participé à la négociation de l'accord. Oui, bien sûr. Moi, je résume ça par une formule, être loyal avec les signataires, parce que sinon, si on corrigeait ce qui a été signé, si on donnait aux salariés ce qu'ils n'ont pas obtenu dans la négociation, alors il n'y aurait plus d'accord. Mais en même temps, à l'écoute des non-signataires, parce que je ne crois pas qu'il y ait d'un côté les courageux qui signeraient et les non-courageux qui ne signent pas, ou ceux qui sont toujours dans une logique d'opposition. J'ai le même respect pour les autres, ils ont une divergence d'appréciation à un moment donné sur cet accord, mais l'histoire se poursuit. Alors, est-ce que ça veut dire que les non-signataires ou ceux qui n'ont pas participé à la négociation auront possibilité d'amener leur pierre à l'édifice de cette loi? Ça veut dire en tout cas, et j'étais ce matin avec Bernard Thibault, que nous les écouterons. Bernard Thibault nous a dit « Moi, je souhaite que vous mesuriez bien la portée de chacun des articles de cet accord et je veux vous donner la position de la CGT. » Donc je pense que c'est extrêmement important d'auditionner, comme vous l'avez dit, bien sûr les signataires. Et en premier, on est là pour transposer leur accord, conserver son équilibre pour que la négociation se poursuive, mais aussi être à l'écoute des non-signataires et au-delà même des non-signataires, de tous les acteurs concernés. J'ai par exemple déjà auditionné le syndicat de la magistrature, puisque cet accord porte aussi sur le rôle du juge, notamment quand il y a des contentieux qui naissent. Donc en tant que parlementaire, mon rôle c'est celui-là. Après, il y aura 2 types de situations, ou 3 plus précisément. La première, c'est les signataires sont d'accord entre eux sur ce qu'ils ont signé. Ça peut paraître une évidence comme ça, mais il y a un certain nombre de situations. Je les ai auditionnés la semaine dernière où ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils ont signé. Ils ont une lecture différente de la traduction juridique de ce qu'ils ont signé et sur des dispositions qui sont parfois très importantes. Donc, cette première situation. Deuxième situation, la précision juridique n'est pas là. C'est ce que j'appelle les trous dans la raquette. Ils ont réglé un certain nombre de situations, mais la négociation fait qu'on n'a pas pu régler tout. Par exemple, l'accord parle de mobilité géographique qui serait demandée aux salariés, mais il ne définit pas la taille de la zone géographique dans laquelle on peut leur demander de bouger. Donc là, c'est le rôle du Parlement de combler ce vide-là. Et puis, il peut y avoir des situations aussi où les non-signataires ou des avocats, des magistrats, toutes les personnes que nous allons auditionner nous disent attention, cette disposition pose un problème particulier, pourrait conduire à des situations que personne ne souhaite, en tout cas que nous ne souhaitons pas. Et à ce moment-là, si on a un problème de conscience par rapport à ce qui a été signé, qui est en contradiction par rapport à ce qu'on cherche à faire, alors on reviendra vers les signataires pour dire voilà, on a un vrai problème, comment on fait? Donc c'est vraiment à la fois être dans la loyauté, être dans la transparence et en même temps que chacun fasse confiance. Moi, je n'ai pas dit à chaque moment de la négociation sociale ça j'en veux pas. On a laissé la négociation se dérouler. Maintenant, j'attends des signataires de laisser aussi les parlementaires travailler et moi je leur dis on le fera dans la confiance et dans la loyauté vis-à-vis de vous. Beaucoup d'observateurs ont parlé avec cet accord de l'avènement d'une flexi-sécurité à la française. Est-ce que c'est votre point de vue également ? Non, moi j'appellerais ça une sécurité. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait un problème de flexibilité au sens où il serait difficile de licencier en France. En revanche, il y a un problème de souplesse au sens où il est difficile
de mettre en place des solutions qui permettent de maintenir les emplois. Par exemple, le chômage partiel. Il faut savoir qu'en 2009, en Allemagne, au plus fort de la crise, 1 600 000 salariés étaient en chômage partiel, 10 fois moins en France, 150 000. Donc il y a une difficulté particulière. Les Allemands se disent, le pire de tout, c'est de perdre nos salariés parce qu'on perd nos compétences. Et les Français choisissent la solution de facilité qui est de licencier plutôt que de garder les salariés. Donc pour moi, le principal intérêt, la principale force en matière d'emploi et de lutte contre le chômage, c'est de permettre les solutions qui maintiennent l'emploi. L'un des objets de cet accord, notamment du point de vue syndical, c'est de réduire la précarité. Si on observe dans un an, dans 18 mois, que la précarité n'a pas baissé, qu'est-ce qui se passera? Autrement dit, est-ce qu'il y a une obligation de résultat? Est-ce qu'il y a un droit de suite à cet accord et puis à cette loi? Bien sûr, en tout cas c'est ma conception, c'est-à-dire que moi j'ai été élu pour faire baisser le chômage, pour réduire la précarité. J'ai pas été élu pour que les patrons signent avec les syndicats des accords. Donc l'objectif politique doit primer. Et d'ailleurs cette négociation s'est déroulée sur le fondement d'une feuille de route du ministre très précise sur les objectifs en matière d'emploi, de réduction des CDD, d'augmentation du CDI, de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire garder ses droits quand on passe d'une entreprise à l'autre. Donc cet objectif politique doit être atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la feuille de route qui est fixée, il y a la négociation, maintenant le Parlement va transcrire dans la loyauté des signataires, dans l'écoute des non-signataires, dans la précision juridique qui va régler beaucoup de situations qui ne le sont pas. Mais ensuite, si un certain nombre de craintes, notamment exprimées par les non-signataires, se trouvent vérifiées, en ce qui concerne la mobilité, en ce qui concerne des accords, faux accords de compétitivité emploi qui en réalité mettraient de la précarité chez les salariés sans préserver les emplois, alors nous serions fondés à dire dans un an, dans 18 mois, négocier à nouveau parce que ça n'a pas fonctionné. Je vous donne un exemple très précis. Il y a une nouvelle taxe sur les CDD qui est mise en place. Les signataires disent ça va fonctionner. Les non-signataires disent non, il y a un risque parce que par exemple les contrats d'usage ne sont pas dedans. L'intérim n'est pas dedans. Et puis la hausse du taux n'est pas suffisante. Dans 18 mois, 6 mois, 1 an, 18 mois, on saura si ça a produit ses effets ou pas. Et à ce moment-là, si ça n'a pas produit ses effets, nous demanderons aux partenaires sociaux de remettre l'ouvrage sur le métier, de renégocier sur cette question, d'étendre le champ des contrats courts concernés ou de trouver d'autres méthodes parce que au bout du bout, ça doit être l'objectif qui est atteint et l'objectif, c'est qu'on sorte de cette situation insupportable où à 28 ans aujourd'hui, la moitié des jeunes sont encore en contrat précaire. Alors pour l'heure, le projet de loi doit être présenté en Conseil des ministres le 6 mars prochain. Est-ce que vous pouvez nous préciser le calendrier de présentation, de vote et d'adoption de la loi par la suite? Oui, donc 6 mars, ce qui veut dire qu'avant le 6 mars, il y aura déjà des consultations. Donc d'ici 10 jours, le texte sera prêt, envoyé au Conseil d'État et en même temps à la Commission nationale de la négociation collective dans laquelle l'ensemble des syndicats sont représentés et donneront une première fois leur avis. Ensuite, 6 mars, Conseil des ministres. Ensuite, ça arrive au Parlement. Nous mènerons des auditions sur le texte, à la fois des partenaires sociaux, de syndicats d'ailleurs non représentatifs au plan national, mais aussi de magistrats, des avocats, des professeurs en sociologie pour voir ce qu'on est en train de faire, comment ça transforme le marché du travail, quelle efficacité ça peut avoir en matière d'emploi. Puis ensuite, nous aurons un premier vote en commission dans la dernière semaine de mars et nous le débattrons dans l'hémicycle à partir du 2 avril. Ensuite, ça passera au Sénat et ce sera définitivement adopté avant l'été. Il n'y aura qu'une seule lecture dans chaque chambre. On verra la procédure parlementaire. Je crois qu'elle doit être fixée dans la journée. En tout cas, la volonté que nous avons, c'est de à la fois prendre le temps de la consultation. C'est pour ça que j'ai commencé les consultations avant même que le texte de loi soit connu. Mais il y a 2 mois pour le faire. Donc on a vraiment le temps pour travailler très correctement. Et donc du coup, le nombre de navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat n'est pas ce qui est l'importance première, mais il y a vraiment quand même la volonté de bien mesurer la portée de chacune des dispositions parce que c'est un peu tout le champ du travail qu'on est en train de mesurer. Je dis souvent que chaque article, c'est une petite loi en soi. Songez que l'article 1, par exemple,
va étendre la couverture maladie complémentaire, ce qu'on appelle les mutuelles d'entreprise, à toutes les entreprises de ce pays d'ici 2016. Vous imaginez que ça aurait pu être dans une loi sur la santé au travail. L'article 26, qui sera le dernier, portera sur les stages pour arrêter ces stages qui se substituent au contrat de travail. Donc vous voyez que l'article 5 sera sur la formation professionnelle pour que chacun des salariés ait un compte personnel qui le suit du moment de la sortie du système scolaire jusqu'à la retraite et qui lui donne à chaque moment des droits à utiliser. Alors ce projet de loi n'est qu'un élément de la politique sociale du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous parler des prochains grands chantiers sociaux du gouvernement, notamment François Hollande a annoncé une nouvelle conférence sociale pour le mois de juillet. Et il y a aussi un point d'étape à faire sur les ruptures conventionnelles qui ont été adoptées en 2008 et sur lequel il était question qu'on fasse un point 5 ans après, ce qui nous mène en 2013. Oui, alors il y a 3 rendez-vous importants en fait d'ici l'été, au-delà de cette loi. Il y a le mois de mars où les partenaires sociaux se sont fixés comme objectif d'aboutir sur la qualité de vie au travail et l'égalité femmes-hommes. Très important, on a beaucoup de retard, il y a encore 25% d'écart salariaux entre les femmes et les hommes. Une partie est due au fait qu'à poste égal, les salaires sont différents, mais une grosse partie à ce que les carrières, l'accès au poste est totalement inégalitaire. Donc mars, ce premier rendez-vous. Juin, il y aura une loi sur la formation professionnelle. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un compte personnel à la formation qui va être dans ce projet de loi, mais le financement, notamment qui paye quoi entre l'État, la région et les fonds de la formation professionnelle, ce sera une loi au mois de juin, et puis une grande conférence sociale au mois de juillet qui portera sur le sujet que vous avez évoqué, la rupture conventionnelle. Depuis la signature de ce texte, il y a eu 1 million de ruptures conventionnelles, ce qui est énorme, ça devient la première mode de sortie de l'entreprise, et puis il y a des enquêtes qualitatives qui ont été menées, montrant que c'est des départs, dans 2 cas sur 3, qui sont subis. Et donc, il y a un certain nombre de difficultés qui se posent et qu'il faudra régler dans ce cas-là. Donc, ça se fera partie des sujets de la prochaine négociation sociale qui, à la fois, fera le point sur ce qui a été fait pendant cette année, sur les premiers résultats obtenus, qui fixera la feuille de route pour l'année suivante. Songez que cette année, on aura fait les contrats de génération, l'accord sur la sécurisation des parcours professionnels, l'égalité femmes-hommes et la formation professionnelle. Vous voyez qu'on peut à la fois consulter, prendre le temps de la négociation et en même temps aller vite sur les résultats. Alors, pour rebondir sur mon introduction en parlant des réseaux sociaux qui auraient voulu que vous passiez dans l'ordre avant le mariage pour tous, et pour reprendre une réflexion de Nadine Morano à la télévision l'autre jour, s'il y avait un peu moins d'amendements dans le cadre des mariages pour tous, on pourrait aller plus vite pour un travail pour chacun. Exactement, et d'ailleurs c'est nos amis de l'UMP qui ont déposé 5000 amendements, au groupe socialiste on en a déposé 5, donc vous voyez qu'on est tout à fait dans l'état d'esprit de Madame Morano. Il y a un vrai travail d'obstruction complètement stérile sur ce texte, sur le mariage pour tous. Moi je n'oppose pas les deux, vous savez. Je pense que François Hollande a été élu avec 60 engagements, il y en a déjà 40 qui sont tenus, et tous sont aussi importants que les autres. Il y a aussi besoin dans une société qu'elle aille de l'avant. Et le fait que les droits individuels progressent, vous savez, pour moi, le mariage pour tous, c'est défendre la plus belle des libertés, celle d'aimer qui on veut, la plus belle des égalités, celle de faire famille comme on veut, et la plus belle des fraternités, c'est que toutes et tous, on soit accueillants et on ait un regard de fraternité sur tous les couples. Donc que ça avance, ça fait partie aussi de la dynamique d'un pays qui va de l'avant. Donc moi, je n'oppose pas du tout les uns et les autres. Ce débat sera terminé d'ici la fin de la semaine et on aura tout à fait de quoi traduire dans les meilleurs délais cet accord. Les deux sont importants et parce que l'opposition de l'un et l'autre n'a pas grand intérêt dans notre pays. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas assez, notamment dans les médias, et votre émission fait le contraire, donc je vous félicite, de cet accord-là et de tout ce qui se passe en matière sociale. C'est ça qui est plus gênant, c'est que dans le débat, ça éclipse les choses, alors que ce qui est en train d'être discuté est très important. On est un peu en train quand même par cet accord, si en tout cas il va jusqu'au bout, c'est pour ça que notre rôle est important, parce que ça peut rester quelque chose de vague ou être quelque chose d'extrêmement précis, va donner du pouvoir des salariés dans les entreprises françaises. En Allemagne, il y a une espèce de cogestion entre les salariés et les patrons. En France, ça n'existe pas. Et là,
la mesure la plus symbolique que les Français ont repérée, la présence des salariés dans les conseils d'administration avec voix délibérative, c'est une grande première. Ça concerne pas toutes les tranches d'effectifs. Ça va concerner 20% des salariés, 200 des plus grandes entreprises françaises, mais 20% des salariés. Et au-delà de ça, on va essayer d'étendre ces pouvoirs à toutes les entreprises. Ça prendra des formes différentes, notamment ça revalorisera. On est dans un salon sur les CE, comité d'entreprise, ça va revaloriser leur rôle. Ils vont avoir leur mot à dire dans les stratégies d'entreprise. Ils vont avoir leur mot à dire dans les plans de formation des entreprises. Ils vont avoir leur mot à dire dans les contrats utilisés par les entreprises. On parlait tout à l'heure des CDD et des CDI. Donc il y a une petite révolution qui est en marche, à condition qu'elle soit très précise et concrète, que ce soit des vrais pouvoirs et pas un espèce, excusez-moi le mot, de baratin sans conséquence. Qu'il y ait des moyens pour la formation aussi, puisqu'on donne plus de pouvoir aux syndicats, aux représentants du personnel. Il faut qu'ils soient formés pour ça, il faut qu'ils aient des heures de délégation pour ça. Mais si on va jusqu'au bout de la démarche, je pense que ce sera une transformation importante sur les rapports entre les salariés et patrons dans les entreprises françaises. On vous remercie, j'ai bien entendu le calendrier. Je vous donne rendez-vous, je ne sais pas, à mi-parcours de la discussion de la loi. Je remercie Jean-Marc Germain d'être venu, mais aussi le secrétaire national au travail et à l'emploi au PS, puisqu'il a été, la fonction du moins a toujours été représentée quasiment sur le salon du temps d'Alain Vidali. C'est maintenant avec vous. Merci beaucoup de cette fidélité. Merci, je serai là l'année prochaine. Merci beaucoup.